Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Nous sommes plus de 6 mois après le 7 octobre et c'est toujours l'incertitude qui domine dans cette situation israélienne. Est-ce qu'il y aura finalement une trêve des combats à Gaza ou les combats vont-ils se poursuivre? Est-ce qu'il y aura le lancement de cette opération sur Rafah? Est-ce que la guerre va s'étendre au nord? Quelles seront les évolutions politiques, géopolitiques par la suite? Tout cela reste pour l'heure dans le plus grand flou. Mais ce qui est toutefois acquis dès aujourd'hui, comme le soulignait d'ailleurs Brigitte Hulmau-Blia dans une récente interview sur notre chaîne, c'est la netteté de l'engagement de la jeunesse israélienne dans ce combat. Et on est aujourd'hui pour en parler en compagnie de l'un de ces soldats qui ont été mobilisés sur le front. Bonjour Raphaël Bekash. Bonjour, merci de m'accueillir du coup. Vous êtes engagé sur le front, mais aussi sur le terrain de l'information, puisque vous dirigez une association qui s'intitule Diploact et qui s'est donnée pour mission de combattre l'image négative d'Israël à travers le monde et en particulier sur les campus des pays occidentaux. On va revenir avec vous tout à l'heure sur le rôle de cette association, mais un mot d'abord sur ce que vous avez vécu vous personnellement le 7 octobre et à partir du moment où vous avez été mobilisé, comment se sont passés ces premiers instants pour vous? Alors moi le 7 octobre j'étais du coup en France pour une délégation justement de Diploact. On devait faire une délégation comme d'habitude dans les universités avec la communauté juive. Mais du coup le 7 octobre je reçois un appel déjà pendant Shabbat et à 3 heures du matin de mon officier de réserve. Euh, en France je comprends pas ce qu'il me veut. Je lui réponds en me demandant qu'est-ce qui se passe, ça m'appelle aussitôt le matin et qu'est-ce qui lui prend. La première chose qu'il me demande, il me dit est-ce que tu es en Israël ou pas et est-ce que tu es prêt? Je comprends pas et je lui dis: «Mais pourquoi tu me demandes ça?» Il me dit: «Éteins le téléphone, va voir les infos, rappelle-moi après». C'est ce que je fais, hem donc je vois évidemment, l'horreur et je commence à comprendre parce que c'est encore très tôt le matin, on a encore du mal à voir ce qui se passe. Je le rappelle, il me dit: «Bon», du coup, j'explique que je suis en France, que je suis pas en Israël. Il me dit: «Bah, trouve comment rentrer et sois prêt, on devrait te rappeler très rapidement». Plus les choses avancent, plus on comprend que voilà, qu'il devrait y avoir une guerre. On sait que notre compagnie spécifiquement est une des compagnies vouées à être appelées en cas de conflit, donc on sait que c'est une question de temps. Et après voilà, dans la journée, j'ai parlé avec Elal pour avancer mon vol, trouver un vol qui était du coup le 8 octobre pour rentrer. J'étais un peu dans les médias pour parler de ma situation et parler aussi voilà, de ce qui se passait en Israël. Le 8 octobre, j'étais dans l'avion et après, je vais immédiatement rejoindre ma compagnie qui a été appelée au final dans la nuit du 7 au 8 octobre à la base. Donc là, il n'y a pas eu d'hésitation pour vous par rapport à cet engagement. Non, il n'y a pas eu d'hésitation parce que c'est quelque chose malheureusement qu'on savait toujours qui était possible. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais déjà pensé avant la guerre et des choses où je savais qui étaient possibles. C'était juste très bizarre parce que j'étais du coup à Paris, chez ma famille. Et il y avait une dissonance entre ce que je vivais, où j'étais dans un calme parisien avec des beaux immeubles à côté et l'horreur qui se passait chez moi et des amis dont j'avais plus de nouvelles et dont on commençait à se faire du souci. Donc il y avait cette distance qui était folle. J'ai eu une discussion qui, moi, m'est marquée. J'avais une crainte parce que au final, je suis rentré le 8, mais je savais pas le matin exactement quand est-ce que je rentrerais, quand est-ce qu'on serait appelé. On pensait que les choses allaient arriver beaucoup plus rapidement au final que ce qu'elles ont eu. Et ma copine étant chômeur Shabbat et étant elle aussi en France, donc ne sachant pas ce qui se passait, j'avais peur de devoir aller à Gaza et être à Gaza avant que Shabbat sorte, donc sans pouvoir le prévenir. Et je me souviens être au téléphone avec mon cousin dans une boulangerie à Paris pour en lui expliquant tout ça, et avoir une dame à côté de moi qui avait l'air très gentille, mais qui était totalement choquée de ce qu'elle entendait et qui me regardait avec des yeux assez écarquillés de ce que je racontais. Donc voilà, c'était un souvenir Hmm. assez dans la dissonance des choses, c'était C'est ça, assez grande marquant. dissonance évidemment avec les ambiances différentes c'est assez symptomatique d'ailleurs parce que cette dissonance se poursuit peut-être encore même jusqu'à aujourd'hui. Raphaël Bekash, vous arrivez donc sur place, vous prenez votre engagement. Comment se passe ces combats? Comment qualifiez-vous, caractériseriez-vous ce genre de guerre auquel vous avez donc participé dès les premiers jours? Je dirais qu'il y avait plusieurs étapes qui étaient au final qui sont changées au final, au fur et à mesure de la guerre. Il y a eu d'abord la phase de choc à l'arrivée. À l'arrivée, vraiment, je vois ma compagnie donc que je connais depuis des années, j'ai fait des réserves avec eux,
Certains ont combattu d'ailleurs à Toukeitan, à bordure protectrice, en 2014. Mais quand j'arrive, en vrai, tout le monde est choqué. Je fais partie d'une unité, donc le chef de notre unité vient nous rencontrer en nous expliquant ce qui s'est passé le 7 octobre, nous expliquant que un des tanks spéciaux dans lesquels je fais partie a été capturé et enfin, le tank n'a pas été capturé, mais un des officiers est mort et les trois autres ont été pris en otage. Euh, et on nous raconte du coup les histoires, comment ça s'est passé, comment l'attaque a eu lieu. D'abord un choc parce que on n'était pas prêt à quelque chose de ce genre-là. Il y a aussi une incompréhension après de comment on fait maintenant parce qu'on voit qu'ils étaient préparés, qu'ils connaissaient exactement ce qu'ils faisaient. Donc de trouver des réponses rapides. Donc je dirais que cette phase de choc a duré 2, 3 jours. Après, il y a aussi une colère, une envie d'y aller parce que au final, ça met du temps avant qu'on soit réellement actif. Ce qui, a posteriori, était très intelligent et je suis très content que l'armée ait fait ça. Mais l'armée s'est préparée pour faire ça de la meilleure des manières et de manière la plus propre et professionnelle possible. Mais les premiers jours, il y a une envie, voilà, de se dire, bon, faut ramener les otages, il faut aller, il faut se défendre, il faut ramener la sécurité en Israël. Il y avait encore Mm. des craintes. Je sais que mes parents étaient allés à Beersheva où j'habite me chercher mes affaires militaires. C'était considéré une mission très dangereuse parce qu'il y avait encore des terroristes qui étaient en Israël. Donc, euh, donc voilà, donc il y avait cette envie d'aller à Et, l'action. et la situation sur le terrain quand vous arrivez, pour le début des opérations, vous trouvez quelle situation? Ce sont des combats très minutieux qui demandent énormément de moyens, j'imagine, d'échange, de coordination et de moyens techniques. Oui, alors nous, on n'a pas été dès le début. Au début, on a été dans une mission bizarre parce qu'il y avait une crainte d'une guerre au nord. Notre compagnie étant à la base destinée pour aller au Liban, on nous a fait attendre un petit moment en nous disant on comprend d'abord ce qui se passe au Liban. Une fois qu'on sait s'il y a une guerre ou non, on vous envoie ou au Liban s'il y a une guerre, ou à Gaza s'il n'y a pas de guerre au Liban. Donc au final, on a été à Gaza. Et là-dessus, du coup, notre vision, c'était on va être les plus professionnels possible. On avait des informations continues de ce qui se passait, de la guerre qu'il y avait, des combats qu'il y avait. Donc, qui était effectivement une guerre, en final, même nouvelle, parce que bordure protectrice en 2014 n'avait rien à voir avec la guerre actuelle, que ce soit dans sa puissance, que ce soit dans euh, euh, le- euh, à quelle distance on allait. C'est-à-dire que la finale, c'était très profond dans Gaza. Bordure protectrice, ça s'est arrêté à 1 kilomètre de la frontière. Donc, de voir comment ça marchait, se préparer. Et du coup, on s'est préparé pendant à peu près 3 semaines. Et après, on a été envoyé d'abord dans le centre de Gaza et après dans le sud, à Khan Younes. Hmm. Quel est l'état d'esprit des combattants, Raphaël Bekash, de vos camarades? Il y avait une détermination et il y avait quelque chose qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé quand on était dans Gaza, un état d'esprit de se professionnaliser, d'être prêt, d'être prêt. Donc, un exemple que je peux donner personnellement, donc quand j'ai dit je fais partie des tanks spéciaux, dans les tanks spéciaux, il y a un officier qui est chef de tank et un chef de tank qui est rechargeur. Moi, pendant mon service, ça pouvait m'arriver, voilà, de me dire, bon, je recharge pas très rapidement, mais bon, recharger des obus, c'est pas l'activité la plus sympathique au monde. Donc, je faisais le minimum, j'ai fait ce qu'il fallait pour prendre mon service et voilà, et je passais à autre chose. Là, je suis arrivé à la base, première chose que j'ai fait, j'ai pris mon officier. Je lui ai dit, écoute, on prend l'obus le plus lourd et on passe 2, 3 heures où je vais charger un maximum d'obus pour accélérer, etc. Ça, c'est un petit exemple, en fait, de ce qu'on avait d'être prêt, de se professionnaliser. Et dès la première mission, on est arrivé à Gaza, qui était une mission d'ouverture, parce que les rues sont minées à Gaza. Donc il faut ouvrir les rues pour les déminer, pour qu'on puisse après rentrer par ces chemins. Et ben c'était, OK, on va essayer de comprendre exactement la mission, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a autour, quels sont les dangers, quelles sont les choses. Et pareil, nous, on va essayer de voir quels sont les problèmes dans le tank, quelles sont sa spécialisation, essayer les tankistes pourront prendre, mais essayer peut-être presque de le bichonner pour qu'il soit vraiment prêt et et qu'il n'y ait pas de problème. Donc voilà, c'est une préparation et un professionnalisme. C'était concentré. Il nous a dit une des premières discussions avec le chef de notre régiment, il nous a dit vous avez deux missions, euh, euh, démanteler le Hamas et rentrer à la maison. Et du coup, pour rentrer à la maison, bah, il faut être préparé et il faut être professionnel. Donc, Hmm. Est-ce que vous avez donc l'impression voilà. que vous êtes tous sur la même longueur d'onde, tous les jeunes là qui participent actuellement à ces combats? Surtout au début, au fur et à mesure du temps, on va dire qu'au début, les sujets politiques étaient pas tabous, mais en vrai, tout le monde s'en foutait. C'était pas le sujet. C'était simplement pas le sujet. Donc, tout le monde était, oui, sur la même longueur d'onde on se prépare à la guerre, on va devoir se battre ensemble, on se prépare à être ensemble, on met de côté tous les autres sujets. Dès que même quelqu'un lançait une petite remarque politique ou dans le truc dans le genre, il était assez rapidement fait taire par tout le monde. Hein. C'était pas méchamment, mais c'était juste que c'était pas le sujet, quoi.
Et du coup, on était tous dans cette ambiance de on se prépare, on y va, et après, c'est ouais, non. Et après, au fur et à mesure du temps, plus le temps passait, plus on comprenait, plus les sujets politiques remontaient, parce que ça fait quand même partie de la vie. Mais il y a toujours la même détermination à être ensemble et à éviter tout ce qui peut nous diviser, on va dire, dans le fait de devoir, encore une fois, faire la guerre ensemble. Vous-même, vous êtes de quel milieu vous êtes issu? Moi, ça va être difficile, mais je suis, on va dire, non religieux et des tendances plus, on va dire, plus Ben Gurion que Begin. Mais bon, voilà, ça peut changer sur beaucoup de sujets et sur beaucoup de situations. Comment vous qualifieriez l'esprit quand même de cette génération? Est-ce que vous diriez qu'il y a effectivement un esprit de génération qui est là, qui est né et qui finalement va durer? Bah, oui, parce que c'est nous qui avons été au final le plus touchés. La Nova, c'était des jeunes. Moi, j'ai un ami, Nick Cohen, qui a été tué lors de cette fête. C'était que des jeunes de notre âge, donc et j'avais tous mes amis qui ont été appelés. En vrai, je me sens très bien le 7 octobre. Moi, j'ai été donc encore une fois le 8 octobre seulement à la base. Mais le 7 octobre, j'avais chaque ami, en vrai, qui m'envoyait une photo dans notre groupe. Euh, Direction Liban, direction Gaza, direction Liban, direction Gaza, direction Liban, direction Gaza. Et chacun, en fait, on était tous appelés, on était tous dedans. Et on était tous dans le même bateau. Donc, du coup, il y avait ouais, un vrai esprit de c'est notre tour. C'est notre tour, c'est à nous de le faire. Et, euh, et voilà, moi en vrai, j'ai très confiance en notre génération. Je sais qu'on dit sur notre génération de temps en temps des choses moins sympathiques. Moi, je suis sûr que c'est une génération qui est très forte et je pense qu'on l'a prouvé. Mais du coup, c'était assez évident que là, c'était nous et on allait avoir une grande différence entre ce que nous, on vivrait dans cette guerre et ce que nos parents ou grands-parents pourraient vivre dans ces moments, quoi. Ouais. Et vous pensez que ça va changer peut-être la donne en Israël? Totalement, il va y avoir un énorme changement dans la manière de voir les choses dans cette génération. Le fait que tout le monde a perdu des amis, le fait que tout le monde a vécu aussi des moments traumatisants, hein, que ce soit malgré tout être en guerre, c'est pas quelque chose de simple, que ce soit perdre des gens, c'est pas quelque chose de simple non plus. Donc oui, ça fait on va avoir une génération qui sera née d'un traumatisme, je pense, et qui va devoir apprendre à vivre de ça et qui aura sa spécialité. Je sais que on m'a beaucoup parlé depuis, je me suis beaucoup intéressé, par exemple, des générations des Premières et Secondes Guerres mondiales. Notamment, on me parlait d'un livre dont j'ai oublié le nom, mais une des sensations qu'on avait tous mes copains quand on rentrait à la maison au milieu de la guerre, c'est d'être déconnecté de ce dont les gens parlaient, parce que la vie civile parlait des otages, parlait de la situation politique, parlait d'autres sujets dont honnêtement ça nous intéressait pas. On était concentrés à se battre, à rentrer à la maison et à être à fond. Et du coup, il y a eu de un sketch très intéressant dans une émission israélienne de Eretz Nederet qui s'appelle, où justement qui met en place ce soldat qui est à un repas de vendredi soir et qui est déconnecté. Donc, visiblement, c'était une sensation qui était globale. Mais on m'a parlé du coup de ce livre que moi je ne connaissais pas, de soldats de Première Guerre mondiale qui, pareil, rentrent à la maison et se retrouvent au final très déconnectés du reste de la population, quoi. Donc, oui, il y a une sensation de génération Ouais. qui est sûre. Enfin, vous n'allez pas devenir des anciens combattants quand même, Raphaël Bekkach, vous allez peut-être être des futurs combattants pour une nouvelle situation en Israël. Bah, le problème, oui, c'est que c'est pas fini. Mais ancien combattant, c'est sûr, et sûrement de nouveau Hmm. très bientôt. Mais oui, ça restera quelque chose qui va marquer. Et après, en plus, je prends un autre exemple. Moi, j'étais déjà à l'université de Ben Gurion. Bon, outre le fait qu'on a 30% des gens qui ont été appelés, outre le fait que 80 personnes de l'université qui soient morts depuis le début de la guerre de cette université, on a Noah Argamani qui est pas rentré et qui fait partie de l'université de Ben Gurion. Et du coup, chaque classe dans l'université a une chaise, pardon, qui lui est réservée. Et donc, chaque fois qu'on va en cours, même maintenant que j'ai une pause, on va dire, dans mon service de réserve, dès qu'on va en cours, on a la chaise de Noah Gamani. Donc, c'est quelque chose qui est constamment dans notre esprit, quoi. Que tous les jeunes ne sont pas rentrés. Hmm. Est-ce que vous aviez l'impression de vous battre comme juif ou plutôt comme israélien? Alors, moi, j'ai une situation très bizarre, hein, parce que, en premier lieu, j'aurais dit israélien. Quand même, c'était d'aller protéger le pays. Mais encore une fois, nous, on a eu un petit moment pas de pause, mais un petit moment où on n'était pas encore actif. Et du coup, j'ai fait quelques interviews et j'avais ma famille en France. Et
j'ai vu la montée de l'antisémitisme en France, j'ai vu la montée et j'ai vu aussi l'intérêt, en fait, pour une fois, on parlait pas de sujets politiques, mais on parlait de la diaspora et de ce qui leur arrivait du fait de ce qui se passe en Israël et de la montée des agressions. Et très rapidement, c'est devenu un sujet extrêmement important et au fur et à mesure, on va dire que les deux sensations étaient là. Je sentais de un que je protégeais Israël, mais de deux que c'est pas pour rien qu'il y a besoin d'un pays juif, c'est pas pour rien qu'il y a besoin euh, d'avoir cela. Et en se battant et en étant à Gaza, on se bat aussi pour que les juifs du monde entier puissent, au cas où des événements du passé ressurgiraient, avoir cet endroit et avoir des soldats qui se battent pour eux et pour les protéger. Mm. De quel changement serez-vous porteur quand la guerre sera terminée, vous pensez, cette génération? De quoi ne voulez-vous plus dans la société, dans la politique israélienne, par exemple? Question extrêmement difficile, mais le début, je pense, et ce qui revient, c'est la division. Le... On a eu quelques années avant la guerre, mais même presque une dizaine d'années, on va dire, où le sujet principal, c'était de se mettre entre clans. Il y avait un discours très connu en Israël du président Rivlin, qui disait les quatre tribus. Et bon, bah, les quatre tribus, elles ont dû se battre ensemble, elles ont dû vivre ensemble et elles ont dû se débrouiller ensemble. Donc, ce qui C'était serait quoi les quatre plaisir, tribus, pour ceux qui ne les quatre connaîtraient pas? tribus, c'est les juifs non religieux, c'est les juifs religieux sionistes, les juifs ultra-orthodoxes et les arabes israéliens. Et je pense que il y a eu un réveil quand même le 7 octobre des quatre tribus, pour le coup, qui est intéressant. Que ce soit à la surprise de tout le monde, je sais que quelque chose même qui nous avait donné de la force, ça avait été des discours de politique arabe où on ne soupçonnait pas, comme Mansour Abbas qui avait dit qu'il fallait avoir une réponse. Il y a eu la réponse des Haridim, des ultra-orthodoxes, ou pareil, il y a eu aussi une réponse qui a été intéressante. J'ai un très bon ami d'ailleurs qui est un ultra-orthodoxe, litaï, je sais pas comment dire en hébreu, je sais pas si c'est lituanien ou lettonie, mais enfin bref, d'un des courants ultra-orthodoxes qui me dit aussi que il faisait maintenant une prière tous les jours pour Israël, chose qu'il ne faisait pas avant. Et pareil, on est après les sionistes religieux et les non-religieux ensemble avec les armes. Donc voilà, donc une unité, c'est ça qu'il faut. Il faut arrêter les discours de qui a raison et pourquoi. Et après, euh, et après, j'espère qu'on sera une génération aussi qui arrivera à une solution stable. Mais ça, c'est Hmm. utopique, mais j'aime bien l'utopie en Israël. Donc, j'ai dit il y a pas longtemps à des amis que pour être un vrai sioniste, il faut rester utopique. C'est la base du sionisme qui est de rendre l'utopie réalité. Donc, ne pas arrêter d'être Voilà, utopique. effectivement, ce rêve peut être une réalité, Mm. comme disait Herzl. Est-ce que vous pensez qu'il est indispensable aujourd'hui de poursuivre cette opération à Gaza jusqu'à la destruction de la structure militaire du Hamas et la neutralisation de ses principaux dirigeants? Encore une question très difficile où je pense qu'il n'y a pas de réponse claire. C'est-à-dire que ceux qui donnent une réponse sûre, c'est la bonne solution, je pense qu'ils sont peut-être trop sûrs de lui et que justement après le 7 octobre, il faudrait faire attention quand on est trop sûr de soi. Il y a des difficultés dans les deux parce que je ne pense pas que une activité militaire comme on a actuelle ramènera les otages. Je ne pense pas que la pression militaire euh, est ce qui amènera le retour des otages. D'un autre côté, je ne pense pas que si on part de Gaza sans avoir été à Rafah et donc sans avoir démantelé le Hamas, et si on part en laissant un vide immense à Gaza, parce que Gaza est quand même dans une situation difficile, on aura d'un coup des gens qui viendront nous serrer la main et faire une paix immédiate. Donc il faut un entre-deux, il faut arriver à... En fait, il faut commencer à parler, je pense, sur du long terme et commencer à réfléchir. J'ai pas de solution totale. Je ne jalouse pas ceux qui doivent prendre les décisions, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que ceux qui ont une réponse sûre, évidente et totale doivent commencer à être plus nuancés. Et justement, le 7 octobre doit nous apprendre à moins prendre de haut, que ce soit la population israélienne ou aussi nos ennemis et ceux qui veulent notre destruction. Voilà, ce qui s'appelle donc la sortie de la conception, comme on a dit, de cette Mmh. attitude surplombante. surplombante. On peut, vous avez quelque chose à dire là-dessus sur cette conception? Vous la Bon, ressentiez telle quelle? Vous le sentiez qu'elle était là avant et qu'elle n'est plus là maintenant? oui, elle était là. Dire qu'elle est plus là maintenant, je pense que c'est optimiste, mais j'espère qu'elle aura du mal à reprendre la place qu'elle avait. Hmm. Alors on en vient à vos activités au sein de cette association que vous dirigez, Diploact. Euh,
donc qui sert à défendre l'image d'Israël, hein, notamment chez les jeunes dans le monde. Comment est-elle née? Quels sont vos objectifs, vos méthodes, en quelques mots, pour nous la présenter? Alors, l'association, elle est née à la base après Bordure Protectrice. C'était des gens qui étaient à Gaza, du coup, pendant ce conflit, qui ont vu la différence entre ce qui vivait à Gaza et ce qui était retransmis dans les médias internationaux. Donc, ils ont eu envie d'aller, de témoigner. Ça a d'abord été surtout dans les pays anglophones, aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique du Sud. Et il y a 2 ans, on a été un petit groupe à rôle de transfert, rejoindre en même temps la formation qu'il y a dans les universités. Donc, on forme des étudiants à connaître mieux le conflit israélien, mieux les faits historiques, parler aussi à un public et des choses dans le genre. Et par hasard, moi à Beersheva, Edental à Jérusalem, Laura à Herzliya, on a rejoint le programme en même temps, les 3 avec une envie de faire des choses en Israël. Et Edental, à l'époque, nous a rassemblés, rajoutant aussi quelques amis à elle. Et on a commencé à faire du coup les mêmes types d'activités qui sont du coup d'abord des délégations dans lesquelles on va et dans les campus universitaires, donc des universités, on va parler et amener un point de vue sioniste, essayer de nuancer, d'humaniser un peu le débat et le discours qu'il peut y avoir sur ces sujets-là encore plus dans les campus. Et après cela, on va aussi le soir dans les communautés juives locales, donc là en l'occurrence en France, euh, pour essayer de donner des outils de langage, des outils aussi historiques, comme ceux qu'on a pu recevoir nous pendant notre formation, pour qu'ils puissent après eux aussi en parler plus facilement. Comment ça se passe sur le terrain, par exemple dans les universités françaises? Quel est l'accueil que vous recevez? On sait que c'est pas toujours très facile aujourd'hui. C'est pas facile, mais on a été surpris. On a été surpris parce que honnêtement, la première fois, on était très influencé aussi par les réseaux sociaux. On a cru qu'on allait arriver sur un champ de bataille, qu'on allait devoir à chaque fois avoir des débats mouvementés. Et au final, on a vu que la grande majorité était surtout intéressée. Et si on a parlé de l'effet générationnel, moi je pense que là-dessus, il y a justement une différence de génération. Notre génération, elle est née dans le surplus d'informations, dans les réseaux sociaux, dans les différents types de médias qui racontent tout et n'importe quoi. Mais ça fait qu'on est plus, je pense, plus à l'écoute de différents types d'avis parce qu'on sait que ce qu'on entend et ce qu'on sait peut être amené et peut être faux. Et donc, on est intéressé d'avoir plus d'avis. Et du coup, on a vu cette génération qui, au final, était à l'écoute, pas obligatoirement convaincue, remplie de préjugés sur Israël, remplie de préjugés, ça c'est sûr, vis-à-vis de ce qui se passe, mais quand même à l'écoute très majoritairement, avec évidemment une minorité extrémiste aussi auquel il fallait répondre, mais quand même une majorité de gens à l'écoute. Comment vous réagissez quand on vous dit que Tsahal, l'armée israélienne, commet un génocide à Gaza? Alors là, en ce moment, sur le génocide, moi, le meilleur argument, c'est l'argument des chiffres. C'est-à-dire de regarder qu'est-ce qu'un génocide, qu'est-ce qui s'est passé alors on peut parler de la Shoah, mais on peut même parler du génocide rwandais, du génocide arménien, et de voir combien il y a eu de morts et de voir le nombre de Palestiniens, voilà, de 48 à maintenant et de voir qu'il a fait x10. Donc Israël n'a pas vraiment une philosophie de génocide, ou sinon ces chiffres ne seraient pas dans ce genre-là. Et à l'inverse, peut-être regarder ce qu'est un nettoyage ethnique en prenant l'exemple des pays arabes et de leur communauté juive qui sont passés de millions à quelques dizaines pour la grande majorité. Donc voilà, donc il y a eu des nettoyages ethniques, il y a eu des génocides, et l'avantage, c'est qu'on peut voir les chiffres et leur situation. Et après, on peut les comparer à ce qui se passe à Gaza et la manière de faire à Gaza. On peut voir qu'il y a absolument rien à voir. Mais vous ne parlez pas de votre témoignage à vous, c'est-à-dire qu'il était clair que pour l'armée israélienne, il ne s'agissait pas d'aller détruire une population civile volontairement. Mon témoignage à moi peut aussi, de temps en temps, bloquer certaines personnes. C'est-à-dire que certaines personnes leur dire, voilà, que même de ce que j'ai vu à Khan Younes ou de fait d'avoir été, bien que ce soit, je pourrais même parler d'une émission qui, pour moi, m'a marqué sur les différences justement entre nous et le Hamas et les gens voulant justement faire des génocides. Le fait déjà d'arriver en tant que soldat, ça peut faire une discussion plus difficile, donc c'est pas obligatoirement l'argumentaire premier que je dirais. La réalité, elle n'a pas besoin de mon témoignage pour être vraie, et les chiffres parlent d'eux-mêmes sans obligatoirement le Hmm. rendre personnel. Et autre accusation, c'est l'accusation de colonialisme. Les Juifs sont Mhm. venus là pour coloniser la terre de Palestine. Là-dessus, ouais, bah, là-dessus, pareil, il y a plusieurs arguments. Encore une fois, d'abord de comprendre ce qu'est-ce que le colonialisme. Donc, le colonialisme, c'est un pays qui envoie des gens à un endroit extérieur qui n'ont pas de rapport avec cette terre et qui vont essayer de récupérer les richesses ou ce qui se passe dans ces endroits-là. Les Juifs sont indigènes de la terre d'Israël, ont été expulsés de la terre d'Israël. Et Israël, bien qu'elle ait effectivement des communautés juives dans le monde, ne reçoit d'ordre d'aucun autre État et n'est pas un sous-fifre de la France ou de n'importe quoi. Quand la France était, par exemple, justement en Algérie,
Le gouvernement en Algérie à l'époque prenait des ordres en France. C'est pas le cas en Israël. Et en plus, il est important de dire que ce soit à Gaza ou en Judée et Samarie, à Gaza, ce qui dirigeait, c'était pas Israël. Les lois qui les faisaient, c'était pas Israël. Il y a d'ailleurs eu des manifestations en 2018, en 2019 contre le gouvernement local, et c'est le Hamas qui a été élu démocratiquement en 2006, en 2005, pardon, qu'après a pris par les forces pour éviter qu'il puisse y avoir toute opposition. Donc voilà, de rappeler que Israël n'est pas présent dans ces eaux-là et ne dicte pas les lois. C'est impensable dans un endroit colonisé, que ce soit par l'Empire français, britannique ou n'importe. Les endroits où il y avait des colonies, c'était les colons qui dirigeaient. C'est pas le cas en Israël, donc la différence est évidente. Quels sont les autres thèmes qui sont les plus souvent évoqués par ceux que vous rencontrez contre Israël? La colonisation reste le majoritaire. Après, il y a eu de temps en temps des sujets sur l'apartheid et, euh, et voilà, et sur la volonté israélienne ou sur le gouvernement israélien. Et là-dessus, voilà, sur l'apartheid, de raconter que bah, j'ai des amis qui sont arabes, j'ai un prof qui est arabe, mon médecin est arabe, je me suis fait une tendinite, mon orthopède est arabe. Enfin voilà, que c'est quelque chose, qu'il y a des députés, qu'il y a eu des ministres, qu'il y a eu un parti au gouvernement. Enfin voilà, il n'y a pas de différence réelle. Euh, et après voilà, donc c'est d'avancer. Là, pour le coup, d'avancer plus aussi notre vie à nous. Et pareil sur le gouvernement, on leur demande souvent, et vous, est-ce que vous êtes d'accord avec le gouvernement? Il faut dire que dans les universités, c'est assez rare qu'ils soient d'accord avec le gouvernement. On leur dit, bon, bah voilà, est-ce que vous restez français? Oui, bon, bah très bien. Hmm. On analyse le Co- débat. co- Comment vous analysez de façon générale ce sentiment d'hostilité malgré tout vis-à-vis d'Israël qui se manifeste depuis le 7 octobre notamment, et en particulier chez les jeunes occidentaux? Je pense il est évidemment très problématique. Il est causé par un manque de connaissances et une utilisation justement de l'ignorance de beaucoup, et qu'il y a aussi une récupération politique évidente, faite à des groupuscules qu'on voyait beaucoup quand on était avant le 7 octobre, c'était le NPA, qui en fait presque un argument pour recruter des gens. Et aujourd'hui, je pense que c'est assez évident aussi quelle partie l'utilise pour recruter des gens et en faire une campagne. Donc voilà, c'est malheureux d'utiliser le mensonge et la diffamation pour ça, Ouais. mais en fait, Il y a c'est aussi une utilisation cynique de ce qui se passe en Israël. il y a aussi quelque chose dont on parle souvent, c'est l'autorisation qu'il y a à déverser une forme d'antisémitisme à partir du moment où, disons, l'occasion se présente, la possibilité de libérer le langage. C'est ce qui se produit peut-être aussi. L'antisémitisme, malheureusement, est quelque chose de très ancien et n'est pas prêt de mourir. Et l'antisionisme et Israël est un refuge pour ces antisémites, est un refuge pour des gens qui veulent diffuser cette haine des Juifs. Et effectivement, en remplaçant le mot juif par Israël, ça leur permet de dire, en vrai, les mêmes théories, hein. On a entendu aussi, Israël peut de temps en temps diriger le monde, que Israël vise spécifiquement des enfants, va essayer c'est des arguments qu'on connaît, c'est des arguments qui sont les mêmes que l'antisémitisme classique. Mais quand on dit Israël, d'un coup, on n'est plus raciste, on est juste antisioniste, qui peut être de temps en temps pris comme une personne combattant l'oppression. Donc oui, c'est un refuge d'antisémites à beaucoup, mais malheureusement qui arrive aussi à convaincre des gens qui sont à la base pas obligatoirement antisémites, mais remplis d'ignorance sur ce sujet-là, et qui donc vont pouvoir être facilement radicalisés sur ce sujet-là, et à la fin même on prend des théories antisémites sans en être même totalement conscient. Vous avez l'impression qu'après leur avoir donné des indications historiques, les choses changent? Vous êtes entendu ou oui? Totalement entendu, mais ce qu'on dit souvent, c'est que nous, notre but, il est pas obligatoirement de convaincre, mais de nuancer. Et dès le moment où ils ont rencontré un Israélien, ils ont vu de quoi il a l'air, ils ont vu que aussi on peut aimer les mêmes films, on peut avoir une vie qui n'est pas si différente que ça, et qu'en plus on amène quand même du contenu et des arguments, et ben la personne est immédiatement plus nuancée. Et je sais que justement les discours extrémistes après, disant tous les Israéliens sont comme ça, Israël a une volonté d'exterminer les Arabes, les Palestiniens, ça dépend chacun et les mensonges différents qui peuvent être racontés, le fait d'avoir vu un Israélien va directement faire qu'on pose des questions, qu'on va être plus critique. Et justement, cette génération, et c'est là où je reviens, est critique parce qu'elle sait qu'il y a trop d'informations. Et un des points de vue malgré tout optimistes, c'est que bien qu'il y ait beaucoup trop d'antisionistes et beaucoup trop de personnes qui utilisent ça aussi, encore une fois, à des fins antisémites, ils ont aussi du mal à recruter parce que cette critique-là, et nous, on doit faire notre travail de notre côté, justement, pour que ce soit encore plus difficile pour eux de recruter, de raconter n'importe quoi sans être remis en question, en amenant encore une fois la réalité. Il n'y a pas besoin
faut pas inventer la roue, il faut pas essayer d'utiliser n'importe quoi. Juste rappeler les faits, rappeler ce qui se passe, c'est amplement suffisant. Votre action vise aussi, vous l'avez dit, les jeunes juifs de diaspora. On peut en dire un petit mot pour terminer. Quels sont vos objectifs, enfin, si je puis dire, votre travail en tout cas vis-à-vis d'eux? Alors, oui, l'objectif aussi d'aider les Juifs de la diaspora, on a pu voir depuis le 7 octobre, même avant, un militantisme naître de ces Juifs français, et c'est très bien. Mais il faut qu'ils aient aussi les outils pour pouvoir parler, pour pouvoir comprendre. Et beaucoup, on a pu voir et des gens qui voulaient militer, mais aussi des gens qui juste ont un nom juif ou disent qu'ils sont juifs et sont immédiatement attaqués sur le sujet d'Israël. Et du coup, nous, on veut pouvoir leur donner cet outil de répondre. On fait ça et avec des conférences dans des délégations. Et là, on va commencer fin mai. Je vous invite d'ailleurs à me suivre sur Instagram, sur la page Diploc France, pour avoir toutes les informations, des séminaires pour des petits groupes qui voudraient approfondir le sujet, dans lequel voilà, on va former sur l'histoire des sionismes, comment répondre aussi aux sujets un peu plus sensibles d'une manière qui soit juste. Euh, voilà, donc de nous rejoindre, de venir et de faire cela. Et voilà, donner des outils pour que chaque juif qui veut pouvoir se défendre, tout simplement, et ou militer, ça dépend chacun encore une fois, fait selon ce qu'il veut et bah, qu'ils puissent le faire et qu'ils puissent avoir les outils pour le faire. Hmm. Alors pour vous, ce n'est pas de la propagande, Raphaël Bécache. En quoi qu'est-ce qui est différent? La différence, encore une fois, c'est qu'on ne va ni dire, on va pas inventer des mensonges, etc. Et aussi, on va quelque chose qui est très important, on va dire qu'on est subjectif. Une propagande, elle va essayer de présenter quelque chose et de refuser un débat sur ce qui se passe. Nous, on dit, voilà, un début de discussion à chaque fois, et quand on rentre dans sa sujet, je dis, écoutez, moi, je suis israélien, voilà, moi, je suis sioniste, moi, je suis juif, tout ce que je vais vous dire est subjectif. Par contre, vous êtes invité à chaque chose que je vous dis, le vérifier. Donc, si je raconte n'importe quoi, allez vérifier, allez voir que je dis des choses qui sont fausses avec grand plaisir. Un des arguments que je dis d'ailleurs quand on forme les gens pour interdélégation, on n'est pas la Russie, on ne va pas commencer à raconter que tout est parfait. Il y a aussi eu des erreurs, mais c'est important de rappeler qu'il y a une vision globale qui est juste et on a des ennemis en face qui ont pour but de nous exterminer et qui ne sont pas dans une optique de paix, du moins pour l'instant. Donc, dès qu'on parle de faits, dès qu'on est prêt à la critique, dès qu'on est prêt à faire des choses comme ça, pour moi, ce n'est pas une propagande. Et justement, c'est quand on est prêt à laisser le débat et la critique s'installer, je pense que c'est quand même plus une discussion que. Hmm. Est-ce que vous avez pensé après-guerre prendre davantage de responsabilités, Raphaël Bécache? Est-ce que vous pensez vous investir dans la vie, la société, la vie politique peut-être, pour les prochaines élections par exemple? Alors, pour être très honnête, au début, j'ai eu plutôt l'effet inverse. Au début, j'ai un plus un dégoût qui me donnait envie de pas de pas vouloir. Ça m'a toujours intéressé la politique, ça m'a toujours intéressé l'association. Et après la guerre, j'avais un peu une envie d'arrêter. Mais là, plus le temps passe et plus j'ai envie de le faire. Politiquement, je suis pas sûr parce que pour une fois, au final, la guerre quand même fait une certaine critique de la politique, de son influence et de sa réussite. Mais dans l'associatif et d'essayer d'aider ceux qui en ont besoin, ça oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est pour ça d'ailleurs que j'agis en tant que directeur de Diploc France, parce que je pense que en faisant des actions sur le terrain, qui ne sont pas obligatoirement en étant élu politiquement, on peut aussi faire des grands, grands changements et aider beaucoup de personnes. Donc voilà, cette volonté d'aider, je pense qu'elle sera Hmm. de ce type-là et de ce type d'action-là. Est-ce qu'il y aura des partis qui vont émerger à partir de l'implication de votre génération dans les années à venir? Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui vont essayer et qui vont le récupérer politiquement. Il y a quelque chose qui m'attriste un peu, par exemple, c'est sur la question des familles d'otages, où on voit qu'elle est récupérée à droite comme à gauche. À droite, elle va être récupérée dans les camions humanitaires. À gauche, elle va être récupérée dans les manifestations euh, anti-gouvernement. Et je pense que c'est dommage. On peut essayer peut-être d'être un peu plus grand que ça et essayer de parler plus idéologique que ça et ne pas éviter de rentrer dans une démagogie dans le genre. Donc malheureusement, je pense que ça va être utilisé, mais j'espère qu'on va être plus grand que ça et qu'on va réussir à parler plus d'idéologie, de vision long terme que d'une réaction émotionnelle à ce qui s'est passé. Ah, vous avez dit que vous n'étiez pas pratiquant. Euh, la place de la religion dans l'État d'Israël de l'après 7 octobre, est-ce que ça c'est un point central pour vous? Alors, il y a deux choses. Alors là, c'est une vision qui est très personnelle, mais pour moi, juif est d'abord un peuple, puis une religion. Encore un peuple, donc les Hébreux, il faut dire que c'est un terme assez nouveau, le terme juif, hein. En France, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on nous appelle les Israélites. C'est nouveau qu'on nous appelle les Juifs. Donc, je pense que c'est très important. Et après, la Torah et la culture juive, on peut l'avoir de deux manières. Moi, je sais que j'aime beaucoup étudier la Torah, mais
pas d'une manière religion, il y a une philosophie qui est intéressante, une culture qui est intéressante, des valeurs qui sont intéressantes et qui pour moi sont très positives. Pas sûr que ce soit relié à quelque chose une pratique. Après, chacun fera comme il veut, mais je pense que pour ce qui est d'Israël, elle est, quoi qu'il se passe, très imprégnée par cette culture juive, très imprégnée par ses valeurs juives, et il est très important qu'elle le garde. Et je sais que justement, en temps de guerre, je pense que ce qui nous permet d'avoir agi comme on a agi, d'avoir eu cette humanité, même dans les pires moments, vient d'abord de cette culture. Encore une fois, je suis pas sûr que ce soit une pratique religieuse, je pense que c'est des valeurs, et je pense que c'est personnellement moi ce qui m'intéresse, mais après la pratique, chacun fait ce qu'il veut, et chacun est libre, voilà, de faire comme il l'entend. Mais d'abord, encore une Est-ce fois, toujours se rappeler qu'on est un peuple et qu'on a des valeurs communes, qu'on soit religieux ou non. hmm. Est-ce que vous attendez à être rappelé sur le front dans les semaines qui viennent, Raphaël Bécache? J'ai déjà rappelé, je suis déjà rappelé en juin pour la frontière libanaise, pour avoir des missions. Voilà, il y a une guerre de défense hein, en ce moment au Liban. On attend de voir s'il y aura une guerre offensive, mais il y a déjà une guerre de défense depuis le 7 octobre. Le Liban tire de manière massive sur le front nord. Les familles ne sont pas encore rentrées chez eux parce que c'est trop dangereux de rentrer. Donc voilà, j'y serai début juin. Après, est-ce qu'il y aura une guerre offensive au Liban? Est-ce qu'il y aura quelque chose en Syrie? Est-ce qu'il y aura quelque chose en Judée-Samarie? Hmm. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est L'implication que et oui, l'implication et l'implication est là. l'engagement. Et il faut dire que nos armes, par exemple, quand on les a mis dans un entrepôt, mais pas rendues. C'est une différence qui est très importante. C'est-à-dire que j'ai encore une arme de l'armée qui m'est destinée. Ce n'était pas le cas avant la guerre, ce qui veut dire que voilà, c'est pour être plus rapide dans le moment où il y aurait besoin, voilà, il y aurait besoin d'une activité d'urgence. Donc, c'est toujours malgré tout, non seulement dans notre esprit, mais aussi physiquement, l'armée est toujours prête à rappeler ses réservistes. Merci infiniment. Merci Raphaël Bécache pour nous avoir raconté comme ça de l'intérieur votre vie, votre situation. Je crois qu'elle est très parlante, je pense, pour tout le monde. On perçoit des choses à travers votre discours qui dépassent évidemment beaucoup les clichés ou les images même d'Épinal qu'on peut avoir autour de cet engagement de la jeune génération. On vous souhaite bonne chance, bon courage et bravo pour tout ce que vous faites. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.